Allez, évaluation des risques psychosociaux, présentation de schème évaluation des risques psychosociaux, alors avec un regard de Propulse bien évidemment sur ce sujet, mais aussi avec qu'est-ce qui est marqué dans la réglementation et quels sont les fondamentaux académiques et les fondamentaux de la littérature sur ce que doit être une évaluation des risques psychosociaux. Je vous propose au sommaire de ce webinaire, je vous propose nos quelques références sur le sujet et notre présentation, l'équipe des risques psychosociaux qu'il est intéressant de voir sur une évaluation des risques psychosociaux. Aujourd'hui, les risques psychosociaux, notre vision, mais alors plus généralement, de quoi parle-t-on, hein? Beaucoup d'idées reçues, beaucoup de légendes urbaines, beaucoup d'idées fausses sur les risques psychosociaux, beaucoup de sujets compliqués ou d'idées compliquées sur le sujet. On va essayer de désamorcer, de dégrossir, sans le mettre ou sans le minimiser le sujet, hein, mais on va essayer de le rendre plus dans le vocabulaire commun. Les objectifs d'une évaluation, la méthodologie et le livrable d'une évaluation des risques psychosociaux. Tout ça en 30 minutes, donc je ne vais pas mettre un gros niveau de détail dans ce que je vais raconter, mais je me tiendrai bien évidemment à votre disposition a posteriori si vous souhaitez des compléments d'information. Nos références, je me permets de me présenter. Donc, comme je vous disais, moi, je suis Jérôme, je suis le directeur du conseil du cabinet Propulse. Dans les grandes lignes, je suis ingénieur de formation avec une spécialisation sur les risques psychosociaux, une expérience en cabinet conseil depuis quelques années, et puis une expérience terrain, puisque j'ai été opérationnel chez les pompiers de Paris pendant une vingtaine d'années, où j'étais, entre autres, mais pas que, en charge des interventions qui étaient liées aux troubles sur la santé mentale. Donc, une vision opérationnelle de la dégradation de la santé d'une personne, et puis une vision, je dirais, préventive, une vision proactive, une vision en amont de ce qu'il est possible de faire, justement, pour éviter de dégrader la santé des individus et puis de dégrader aussi la santé des organisations, hein, puisque les entreprises, les organisations, les salariés, les agents, tout est lié, hein. S'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise, il y a bien évidemment pas de salariés. Le cabinet Propulse, c'est une trentaine d'années d'expérience, 33 ans d'expérience sur ces sujets. Un cabinet conseil en management et en organisation historiquement, qui fait de la formation réglementaire en santé et sécurité au travail et qui fait du conseil en gestion des risques, y compris risques psychosociaux, mais pas que. Sur la thématique des risques psychosociaux qui m'amène à vous présenter aujourd'hui un webinaire sur l'évaluation des risques psychosociaux, le cabinet Propulse est habilité, enregistré, référencé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, à l'endroit d'un enregistrement IPRP dans le domaine du management des risques psychosociaux. Nous sommes également habilités par l'INRS, le dispositif national s'initie à la prévention des risques psychosociaux, et le cabinet Propulse fait partie, avec ses consultants, des cabinets référencés en qualité de consultants en prévention des risques psychosociaux par la CARSAT, avec l'assurance maladie, bien évidemment, dans le chapeau de ça. Et puis ça sera le petit bonus, si je peux me permettre, de ce webinaire. On reparle des conséquences de ce référencement auprès de la CARSAT des Pays de la Loire à la fin de ce webinaire. En plus, c'est un petit acteur, et un humble acteur, mais j'aime à dire un acteur quand même dans un sujet national, puisqu'on travaille régulièrement en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers sur le sujet des risques psychosociaux et avons participé à un MOOC national qui a été qui est dispensé tous les ans sur une période qui va durer 6 semaines sur la thématique des risques psychosociaux. Nos intervenants, des psychologues, des sociologues, des consultants en management et en organisation, des ingénieurs en gestion des risques, des ingénieurs data scientists. Marion. Une équipe sur les risques psychosociaux, pas tant l'équipe Propulse, c'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais c'est des expériences plurielles. Moi, j'aime à dire qu'il n'y a pas d'experts sur les risques psychosociaux. Moi, je suis expert de rien du tout. Nos consultants sont experts de rien du tout. C'est la somme de spécialités des sociologues, des psychologues, des ingénieurs, des consultants en management, des personnes qui traitent les données, qui forment une expertise sur le sujet des risques psychosociaux. C'est valable pour un cabinet de conseil, c'est bien évidemment valable aussi dans des démarches internes, dans des entreprises qui montent des groupes de projets. Il faut mettre autour de la table des compétences plurielles. On y rajoutera les ressources humaines, bien évidemment. On y rajoutera les représentants du personnel, des organisations syndicales, les managers, les salariés. Voilà, c'est toute cette expérience qui va permettre de travailler sur le sujet des RPS.
Les risques psychosociaux, de quoi parle-t-on? Beaucoup de légendes, urbaines, beaucoup d'idées, reçues. On va pas refaire l'histoire du pourquoi on appelle ça, les risques psychosociaux aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant dans les risques psychosociaux aujourd'hui en France, qui est encore une vision très psychologique, très psychiatrique, très conséquences délétères, de se dire et j'assume, et nous assumons bien évidemment ce vocabulaire, stop à la vision, délétère, des risques psychosociaux. En France, on considère, pour beaucoup d'entreprises, beaucoup d'administrations, que les risques psychosociaux se limitent à ça. Aux conséquences pour les salariés, aux conséquences pour l'entreprise et l'étage d'avant, au stress et aux violences. Alors, c'est pas moi qui le dis, on va le retrouver sur beaucoup de sites, d'administration, française, hein. Si on va sur le site de l'ANACT et ô combien j'ai du respect pour l'ANACT sur tous les sujets, de qualité de vie, conditions de travail, sur tous les sujets de risques psychosociaux et ben, quand on parle, de risques psychosociaux, on nous dit que c'est les conséquences et en amont de ces conséquences, le stress et violences. Stop à la vision délétère parce qu'on nous dit que ce sont des conséquences négatives. Des conséquences négatives pour les salariés à l'endroit de l'épuisement professionnel, à l'endroit des troubles musculo-squelettiques, à l'endroit de troubles psychiatriques, de dépression, voire de suicide, sans parler de conséquences physiques que sont les problématiques cardiovasculaires ou encore le diabète. Des conséquences négatives pour les entreprises, du turnover, de l'absentéisme, une atteinte à l'image, des difficultés de recrutement, des salariés qui restent pas. Euh, les risques psychosociaux peuvent générer ça. Pourquoi est-ce qu'on a des conséquences négatives pour les salariés? Pourquoi est-ce qu'on a des conséquences négatives pour les entreprises? Parce qu'il y a des situations de travail qui sont stressantes en stress chronique, qui sont stressantes en stress aigu, qui sont stressantes en épuisement. On a des situations de travail qui peuvent être violentes dans le cadre des relations, une organisation qui peut être violente auprès des salariés. On va parler de violence interne, on va parler de violence externe, on va parler de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, d'agissement sexiste, de discrimination. Les risques psychosociaux, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Ce qu'on oublie de nous montrer souvent, c'est ce qu'il y a tout à gauche. Ce sont les facteurs de risque. Comment est-ce que votre entreprise, comment est-ce qu'une organisation, dans, sa composante intrinsèque, organisationnelle, relationnelle, conditions de travail, va générer des situations de stress ou de violence qui vont avoir des conséquences négatives pour les entreprises et les organisations et pour, les équipes, les salariés. C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque psychosociaux et puis là, on peut se rapprocher de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui, définit les risques psychosociaux comme les conséquences sur la santé physique, mentale et sociale d'une exposition à des facteurs organisationnels, relationnels et conditions de travail. Je me permets avec beaucoup d'humilité de la refaire, des facteurs organisationnels, relationnels et conditions de travail. Comment est-ce que votre entreprise, votre organisation, dans sa composante organisationnelle, relationnelle et conditions de travail, va générer des situations de travail qui sont stressantes ou violentes, avec toutes les conséquences négatives que ça va avoir pour les équipes et pour elles-mêmes, pour l'organisation, pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les facteurs professionnels, c'est ce qu'on appelle les facteurs organisationnels, relationnels et conditions de travail. Alors, il n'y a pas que l'organisation qui peut générer des conséquences négatives sur les salariés. On a un environnement extra-professionnel, les facteurs génétiques, les facteurs sociaux, les facteurs sociétaux, les facteurs petite enfance, qui vont, impacter aussi les individus. Donc la somme de tous ces facteurs associés aux facteurs de l'entreprise peut générer des conséquences négatives. Rappelons que, depuis récemment sur un accord national interprofessionnel sur la santé et sécurité au travail, les risques psychosociaux sont définis officiellement, hein, comme un risque professionnel et donc par définition, toute la réglementation du code du travail, du livre 4 plus particulièrement, sur les risques professionnels s'applique. Comment est-ce que notre organisation est susceptible d'être délétère par le fait ou à l'occasion du travail et si, c'est pas, notre responsabilité, notre imputabilité, on s'intéressera aux facteurs, extra-professionnels. Stop à la vision délétère. C'est vrai. Les organisations peuvent générer ce qu'on va appeler du mal-être.
peuvent impacter la santé physique ou la santé mentale ou sociale des salariés. Stop à la vision délétère parce que si c'est une vérité, ce n'est que la moitié de la vérité. Il y a une autre moitié dans les entreprises françaises. L'autre moitié, c'est que les entreprises peuvent générer aussi de l'esprit d'équipe, de l'équilibre, de la reconnaissance, de la confiance, de l'autonomie, du développement de compétences, d'utilisation de l'information, de la sécurité, des conditions d'ambiance matérielle au travail qui sont saines et sereines, une maîtrise de la charge de travail, une maîtrise de la charge qualitative, une maîtrise des horaires de travail. Voilà, on va pas tous les faire, il y en a quelques-uns qui sont projetés dans le cadre de cette infographie. Les organisations peuvent générer ce qu'on appelle aujourd'hui du bien-être au travail, un terme qui a été galvaudé les dernières années, baby-foot, PlayStation, des canapés pour dormir, des plantes vertes pour faire joli dans la décoration. Non, c'est pas ça, le bien-être au travail. Ça peut contribuer sur une partie infime ou pas à générer du bien-être au travail, mais le bien-être au travail, c'est comment votre organisation est en maîtrise et cette maîtrise va générer à ce que des salariés soient bien à leur poste de travail. C'est ce qu'on appelle le bien-être au travail. Le bien-être au travail génère une performance en entreprise. La performance en entreprise qui est galvaudée depuis des décennies aussi en France, une performance de productivité, une performance financière. Oui, c'est vrai, il le faut, mais pas que. Une performance sociale, une performance également sociétale, le respect des droits de l'homme, le respect des droits des enfants, la sécurité, la promotion à l'endroit de ce que le travail peut contribuer à être un facteur de santé dans la vie d'un individu. Et puis pourquoi pas une performance environnementale, comment est-ce que notre entreprise va prendre une partie de sa responsabilité sur tous les enjeux aujourd'hui que sont les nôtres à l'endroit de l'environnement, à l'endroit de l'environnement. Voilà ce qu'est notre vision aujourd'hui des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux peuvent générer du mal-être. Il n'y a pas de débat, je pense. Les risques psychosociaux peuvent générer du bien-être. Il n'y a pas de débat non plus sur le sujet. C'est tout l'objectif d'une évaluation des risques psychosociaux. Est-ce que, et j'ai souvent des clients qui m'appellent en disant Jérôme, bien-être, mal-être, je leur dis ben, j'en sais rien en fait. Moi je prends une casquette, un regard d'ingénieur, il vous faut mesurer pour savoir précisément si votre entreprise génère du mal-être, génère du bien-être, a une vision impactante négativement sur elle-même et sur les salariés, a une vision protectrice, positive, excusez-moi, sur elle-même et sur les salariés. C'est donc tout l'objectif d'une évaluation, réaliser un diagnostic précis détaillé des risques psychosociaux qui va inclure des entretiens avec les collectifs pour mesurer et comprendre quels sont les impacts de ces facteurs organisationnels, relationnels et conditions de travail. En sous-jacent, répondre aux obligations réglementaires, je ne reviendrai pas dessus, quitte à faire une évaluation autant qu'à répondre aux exigences réglementaires et législatives en la matière, mais je ne reviendrai pas dessus, on ne fait pas une évaluation pour le seul plaisir de répondre à la conformité réglementaire. On ne fait pas non plus une évaluation pour le seul plaisir de mesurer. C'est le cas à beaucoup de gens. Il y a des gens qui aiment bien manier les chiffres, qui aiment bien mesurer, mais mesurer pour le plaisir de mesurer ne fait pas bouger les lignes. Mesurer pour élaborer des plans d'action. Qu'est-ce qui est délétère? Qu'est-ce qui est protecteur? Qu'est-ce qu'on va tendre à supprimer? Qu'est-ce qu'on va tendre à mettre sous contrôle? Ça, c'est votre mesure. Il va vous permettre d'élaborer des plans d'action concrets, mesurables, adaptés, spécifiques aux problématiques de l'entreprise, qui vont mesurer, qui vont combiner efficacité, retour sur investissement. Je ne parle pas de retour sur investissement financier, ou je ne parle pas que de retour sur investissement financier, mais bien évidemment, vous l'avez compris, un retour sur investissement sur la performance globale que j'ai évoqué tout à l'heure, à l'endroit de ce qu'est, à l'endroit de ce qu'est une mesure. Vous verrez très rapidement dans ce support QVCT, RPS, Risk Management, RSE, je fais une toute petite passe dessus. Pendant des années, ça a été cloisonné. Les RPS restent à votre place, la QVCT, c'est des baby-foot, la RSE, c'est pour les entreprises de taille internationale du CAC 40 et idem pour le Risk Management. Et bien en fait non, tout est à peu près la même chose et on va complètement tout décloisonner. Je vois des clients qui me posent la question, Jérôme, qu'est-ce que je fais, des RPS ou de la RSE? Bah, la réponse est toujours la même, tu fais bien ce que tu as envie de faire, mais avec beaucoup plus de sérieux, pose-toi juste trois questions. Qu'est-ce que tu veux mesurer? Quel message veux-tu envoyer? Et quelles ressources as-tu à allouer au déploiement des plans d'action?
La méthode est la même, je me permets de le dire et je l'assume. On ne mesure pas complètement la même chose. Les RPS sont intégrés dans la QVCT. Les risques psychosociaux, aujourd'hui, c'est 2 des 6 piliers de la QVCT. La QVCT est intégrée dans la RSE. La QVCT, aujourd'hui, c'est un des 6 piliers de la RSE. Donc les méthodologies, les approches sont très, très proches, très, très similaires, répondent à des petites différences en termes de réglementation, mais décloisonnons l'intégralité de ces sujets. Comment faisons-nous une évaluation des risques psychosociaux? On va souvent me poser la question, Jérôme, entretien ou questionnaire? Eh ben, j'aime à répondre les deux, mon capitaine. Avec un regard d'ingénieur, une évaluation, c'est une analyse quantitative, un questionnaire, puis une analyse qualitative, des entretiens. L'analyse quantitative, le questionnaire, plus l'analyse qualitative, les entretiens, c'est ça qui fonde aujourd'hui ce qu'est une évaluation avec un regard sérieux et professionnel, l'ensemble conduisant à disposer des données pour élaborer des plans d'action efficients, adaptés, tout ce que je vous ai dit dans les objectifs. Le questionnaire et les entretiens sont nécessaires parce que ne répondent pas aux mêmes objectifs. Le questionnaire a pour objectif d'apporter une donnée d'entrée, identifier quels sont les facteurs de risque, la charge de travail excessive, le manque de définition des objectifs, l'incompatibilité des moyens et des ressources, le manque de visibilité sur l'organisation, la porosité vie pro-vie perso, le manque d'autonomie, l'impossibilité de développer de nouvelles compétences. On va pas tous se les lister, il y en a une petite trentaine, ce qu'on appelle les facteurs GOLAC. Alors en fonction des références qu'on a, il y en a 26, 27, 28, en fonction si on part de l'INRS ou directement du référentiel GOLAC tel qu'il a été écrit en 2010. L'analyse quantitative, le questionnaire apporte la donnée d'entrée. Quels sont les facteurs de risque délétères? Quels sont les facteurs de risque protecteurs? Et quels sont les collectifs, l'évaluation intéresse les collectifs, quels sont les collectifs qui sont les plus impactés par l'organisation et par ces facteurs? L'objectif du questionnaire, identifier les collectifs les plus impactés sur le facteur le plus impactant. Une fois qu'on a cette donnée d'entrée, on sait qui aller voir en priorité et sur quoi aller les voir en priorité. On va donc rentrer dans la phase qualitative. Ça porte plein de noms. Analyse qualitative, entretien collectif semi-directif, entretien individuel, espace de discussion sur le travail, fonction des sources. Mais globalement, on met des salariés ensemble autour de la table et on va parler d'un sujet en lien avec le travail. Vous avez répondu dans l'évaluation que vous êtes impacté, fréquence ou en gravité, au sujet incompatibilité des moyens et des ressources, si on prend cet exemple. Pourquoi avez-vous répondu que vous êtes impacté par ce sujet? Et là, le service de la comptabilité de l'entreprise lambda qui a mis en place une évaluation des risques psychosociaux. Les salariés de ce service de comptabilité, ça peut être la maintenance, ça peut être la prod, ça peut être les RH, ça peut être la qualité, ça peut être le SAV, je prends un exemple sur la comptabilité, vont nous dresser la liste exhaustive des situations de travail qui les exposent à la problématique incompatibilité des moyens et des ressources. Le logiciel n'est pas adapté. On est obligé de faire du reporting dans du tableau Excel. On n'a pas les bons outils de communication. On n'a pas les coordonnées des prestataires à qui on doit adresser les factures, ou on n'a pas de visibilité sur les relances, ou on n'a pas de visibilité sur les paiements en lien avec les relances qu'on a fait. Je prends des exemples lambda d'entreprises qu'on aurait pu accompagner sur ce service, mais on aurait des exemples aussi sur 15 000 autres services possibles. La liste exhaustive des situations de travail, c'est bien l'objectif de l'analyse qualitative. Une fois qu'on a identifié la liste exhaustive des situations de travail qui les exposent à la problématique incompatibilité moyens avec les ressources ou tout autre facteur, et par une méthode d'analyse des causes, mais d'analyse des causes simplifiée, on va faire un 3 pourquoi, on va pas faire un 5 pourquoi ou un Ishikawa ou autre chose, on va remonter 2 fois cette liste exhaustive. Et la 4e fois, on dégagera avec les collectifs, pour les collectifs, mais surtout par les collectifs, les préconisations d'action qui pourraient être mises en place en lien avec la difficulté qu'ils rencontrent sur le terrain. Une évaluation des risques psychosociaux n'a pas pour objectif de modifier la gouvernance d'une organisation.
Une évaluation des risques psychosociaux a pour objectif de supprimer, réduire les situations de travail concrètes précises qui nuisent à un collectif précis. Et comme on aime à dire, c'est souvent ceux, qui sont exposés aux difficultés qui ont souvent des très, très bonnes idées pour savoir comment régler, cette difficulté. Et les entretiens ont pour objectif d'aller chercher cette information. On va chercher l'information auprès des collectifs pour trouver les préconisations d'action qui pourraient être mis en place. Tout ça, bien évidemment, remontant, à, la direction pour validation. Bien évidemment, il appartiendra à la direction de valider ces préconisations d'action, mais quand elles remontent du terrain et qu'elles sont concrètes et adaptées, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas validées. Une méthodologie en un peu plus, large que ce qu'est des entretiens globalement sur la présentation schématique que je vous ai fait, c'est une démarche un petit peu plus robuste. On lance une démarche, d'évaluation, qu'elle soit en interne ou en externe, qu'elle soit avec Propulse ou quelqu'un d'autre, c'est pas le sujet, aujourd'hui. L'idée, c'est de bien cadrer, la méthodologie. Qui sera le pilote, qui sera la composition, du groupe de projet, quel historique on a, sur l'évaluation des risques psychosociaux, quelles sont les méthodes qu'on a utilisées, à l'endroit du calcul, de manière à garder, des biais potentiellement, constants, qui avait été sollicité, quelles étaient les problématiques qu'on avait rencontrées, au regard des différentes évaluations qu'on a pu mener par le passé, de manière à ce qu'on ne se fasse pas avoir de la même façon dans cette nouvelle évaluation. En étape 1, on met en place le groupe projet, on élabore la stratégie. En étape 2, une analyse quantitative, on fait le questionnaire. En étape 3, des analyses qualitatives, on fait les espaces de discussion sur le travail, les entretiens, qu'ils soient collectifs ou individuels, on pourra répondre aux spécificités du quand est-ce qu'on fait du collectif, quand est-ce qu'on fait de l'individuel. En étape 4, la définition des préconisations d'action à 3 niveaux. Niveau entreprise, au niveau métier et potentiellement et ou unité de travail. Je vais reformuler au niveau entreprise, au niveau unité de travail et potentiellement au niveau métier. Les préco-unités de travail sont obligatoires. Une restitution des résultats, une finalisation de l'évaluation des risques psychosociaux et puis surtout un suivi et une évaluation des plans d'action. Il y aura un transfert en étape 5 à un comité de pilotage qui suivra le déploiement des plans d'action à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 18 mois, à 2 ans, le temps que ça prendra pour évaluer les plans d'action. Vous aurez, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, vous aurez dans le support qu'on va vous envoyer une méthodologie simplifiée mais un petit peu plus détaillée. Les objectifs pour chaque étape, le temps estimé avec un regard de cabinet conseil pour mettre en place raisonnablement et professionnellement et surtout avec des retours sur efficacité attendue et puis la durée que peut durer l'étape. Donc là, vous avez un petit peu plus de détails dans les objectifs de chaque étape. Je vais revenir sur cette slide et je vais donner très simplement l'objectif et le timing de chaque étape. En étape 0, monter un groupe de projet paritaire, représentatif, qui va intégrer la direction, qui va intégrer les représentants du personnel, qui va intégrer le service de santé au travail, harmoniser le vocabulaire de ce groupe de projet de manière à ce que tout le monde parle de la même chose. On l'a probablement vu sur les premières slides de notre vision des risques psychosociaux. On sait qu'il y a des écarts de vocabulaire et que parfois on ne parle pas de la même chose. En étape 1, tout simplement, qui, quoi, quand, où et comment allons-nous faire le questionnaire? Qui, quoi, quand, où et comment allons-nous faire les entretiens? Qui, quoi, quand, où et comment allons-nous faire le plan de communication? Vous devez avoir un plan de communication robuste, précis, clair, transparent, pour expliquer à 100% de votre effectif le pourquoi est-ce que vous faites une démarche d'évaluation, les règles de confidentialité, d'anonymisation ou d'anonymat en fonction du curseur que vous souhaiterez mettre et les attendus de cette évaluation. La transparence, la participation sont gages de réussite d'une évaluation. Vous allez solliciter vos salariés. Nous devons avoir des taux de participation élevés pour avoir des données qui sont dites représentatives et significatives. Cette première étape va durer environ 4 à 6 semaines avec une mobilisation pour le groupe de projet qui va durer à peu près 2 à 3 jours sur ces 6 semaines. En étape 2, le questionnaire. 15 minutes de réponse par salarié. Les outils sont liés à chaque entreprise, du questionnaire individuel par mail, du lien collectif, dans les cas les plus extrêmes du questionnaire papier, mais ça c'est vraiment propre à la culture et à l'histoire et aux capacités de chaque entreprise. Le questionnaire, 15 minutes.
Vrai, le questionnaire, c'est notre préconisation sur 4 à 6 semaines. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises que je vois faire des questionnaires sur 15 jours. On a le temps, il n'y a aucune contrainte réglementaire, il faut un taux de participation élevé. Prenons le temps d'avoir un taux de participation élevé puisque les données issues de ce questionnaire vont vous accompagner les 2, 3 prochaines années. Les entretiens. Les entretiens vont durer environ, en étape 3, qu'ils soient collectifs ou individuels, vont durer environ 3 heures plus 2 heures. Je m'explique. Quand on fait des entretiens, on a 2 blocs. La deuxième partie, c'est celle qui est peut-être la plus importante. On a identifié grâce au questionnaire qui allait voir et sur quoi aller voir. Et ben, on va commencer par les collaborateurs du service. Sans lien hiérarchique, pas de manager, les collaborateurs entre eux, des règles de fonctionnement, confidentialité, anonymisation, respect, écoute mutuelle, bienveillance. On identifiera avec les collaborateurs la liste exhaustive des situations de travail qui les exposent aux facteurs de risque, ainsi que les préconisations d'action proposées. Et puis, dans un deuxième temps, on ira voir le manager. Même règle, confidentialité, transparence, écoute mutuelle, respect, puisque les collaborateurs et les managers fondent un collectif, fondent un service. Il n'y a pas de service s'il n'y a pas de collaborateur, il n'y a pas de service s'il n'y a pas de manager. Donc les deux doivent être entendus au même niveau et l'objectif, c'est la définition des plans d'action, faire remonter à la direction quelles sont les préconisations d'action qui sont proposées par le collectif comptabilité, manager et collaborateurs, par le collectif prod, par le collectif maintenance, par le collectif qualité, par le collectif ressources humaines, par le collectif formation, peu importe le service qu'on prendra. On peut aussi faire une première partie avec tous les managers de l'entreprise, où là, on travaillerait avec les managers sur pourquoi sommes-nous exposés à ce facteur de risque. Et puis, dans un deuxième temps, remonter au niveau du CODIR, puisque l'encadrement d'une entreprise, c'est des managers, mais c'est aussi, bien évidemment, la direction. L'un ne va pas sans l'autre, les deux sont indissociables. L'analyse qualitative, en étape 3, conduit à la définition de préconisations d'action. Nous avons des données d'entrée pour établir des préconisations d'action au niveau de l'unité de travail. De quoi est-ce que les collectifs ont besoin pour régler, sur la partie centrale, ont besoin pour régler la problématique qui les expose. Et puis, dans certaines entreprises, on a des métiers qui sont transverses entre les unités de travail, et ben, spécifiques à certaines entreprises. Pourquoi pas établir des préconisations d'action qui seraient liées aux transversalités de certains métiers qu'on retrouvera dans différents services. Et puis, on a des préconisations d'action entreprise qui, elles, ne sont pas liées aux entretiens, vont être liées à la réglementation et à ce que l'on retrouve dans la littérature comme les meilleures pratiques en termes de système de management des risques psychosociaux. La politique, les engagements, les dispositifs d'évaluation, la formation, l'information, la gestion des accidents du travail, la structure, les référents harcèlement, les référents RPS, les outils qui sont mis en place à l'endroit de procédure violence interne, cadrage du rôle des managers dans le management des risques psychosociaux. Voilà, c'est tout ça qu'on retrouve dans les préconisations d'action entreprise. Dans les préconisations d'action unité de travail ou métier, on va retrouver des actions en lien spécifiquement avec le facteur de risque. Nous allons mettre en place un dispositif qui conduira à informer les salariés sur les critères précis en lien avec l'attribution des augmentations individuelles, de manière à ce qu'il n'ait pas la perception qu'elles soient distribuées à la volée ou sans critères précis. Nous allons mettre en place des préconisations et un outil qui permettra de cadrer ou une procédure, pardon, qui permettra de cadrer quel outil, quelle utilisation. Dans quel cas est-ce que vous devez utiliser Outlook? Dans quel cas est-ce que vous devez utiliser Microsoft Teams? Dans quel cas est-ce que vous devez utiliser WhatsApp en fonction des outils qui sont utilisés dans l'entreprise? Voilà, je prends des exemples pris un peu partout sur ce qui peut être fait, mais vraiment en local dans les services qui sont impactés par des facteurs de risque. Allez, pour terminer, le livrable d'une évaluation des risques psychosociaux. J'ai 9 clients sur 10 qui m'achètent une évaluation des risques psychosociaux, je me permets d'utiliser ce langage trivial, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils auront à la sortie. Une évaluation des risques psychosociaux, c'est une quantité de livrables, du reporting, des comptes rendus, du suivi du taux de participation à l'évaluation, les données issues des entretiens. Mais dans tout ça, c'est surtout un rapport d'évaluation. Un rapport d'évaluation qui, en plusieurs parties, rappellera les objectifs, la méthode, la composition du groupe de projet, puis apportera des données. Des données dans un premier temps macro,
L'évaluation des risques psychosociaux, quel a été le taux de participation, on a mesuré combien de variables et puis quel a été le niveau de bien-être des salariés. Quels sont les facteurs délétères de notre entreprise? Quels sont les facteurs protecteurs dans notre entreprise? Un tout petit peu plus micro, quel est le niveau de bien-être dans, notre entreprise par unité de travail? Cet outil est un outil de l'Organisation mondiale de la santé que nous combinons, pour ceux qui sont, habitués à ce vocabulaire, au questionnaire facteur de risque, au questionnaire GOLAC. De manière à avoir des mesures de fréquence, mais aussi des mesures de gravité. Ça fait 30 ans qu'on nous dit en France qu'on ne sait pas mesurer la gravité sur les risques psychosociaux. C'est pas vrai. Ça fait 40 ans qu'il existe un outil sur la planète qui s'appelle l'indice de Cooper, qui permet de mesurer précisément quel est l'impact sur la santé de l'exposition d'un individu, de l'exposition à des facteurs de risque. Et puis ça fait pardon, 5 ans qu'il existe une nouvelle méthode, qui s'appelle, HAC, hiérarchisation et analyse de causalité. Voilà quel est, le livrable intermédiaire de ce rapport d'évaluation. Vous avez en un peu plus micro, les cartographies des risques. Quelles sont les, unités de travail qui ont été, pour lesquelles nous avons procédé à une évaluation? Quels sont concrètement les facteurs, de risques psychosociaux qui ont été mesurés, en fréquence et en gravité? Ce sera la donnée d'entrée des cartographies qui nous permettront de faire les entretiens, mais ce sera, pardon, la réponse à votre obligation réglementaire d'intégrer les résultats dans le document unique d'évaluation. Et pour terminer, vos plans d'action, entreprise, unité de travail, métier, qui seront transformés en préconisations d'action qui concernent ce plan d'action, quoi mettre en place concrètement en termes de préconisations d'action, pourquoi est-ce qu'on va le mettre en place, et puis surtout, comment est-ce qu'on va le mettre en place. Les collectifs nous ont demandé de développer une planification rigoureuse des interventions avec une anticipation en concertation avec les équipes afin d'optimiser l'allocation des ressources. Ça, c'est issu du travail et ce qui a été demandé par les équipes en lien avec le fait que les rôles étaient mal définis, qu'il y avait un manque d'investissement de certains collègues, qu'il y avait un manque d'autorité pour dire à certains collaborateurs d'aller travailler et à l'encadrement maintenance qui va trop facilement s'adresser aux personnes de bonne volonté. Ça, c'est ça l'issue du qualitatif, et ben, on va mettre en place une planification rigoureuse en analysant les besoins, en définissant les objectifs, en concevant un planning initial, en attribuant les ressources en lien avec ce planning initial. Et puis en deuxième page, vous avez un autre exemple de ce que peut être un plan d'action avec un constat principal des causes et des conséquences et avec des préconisations. Nous avons identifié dans notre entreprise qu'il y a un effet de saupoudrage sur la distribution des augmentations individuelles annuelles versées aux salariés. Et ben, on va réviser les critères d'attribution. On va adopter une approche différenciée par les managers de manière à voir s'il n'y a pas d'autres leviers de reconnaissance que les augmentations individuelles. Et puis, on va former les managers éventuellement sur ces sujets. Ce sont des exemples pris au hasard et un plan d'action entreprise, système de management. J'en ai presque terminé avant de laisser la place aux questions sur cette évaluation avec le bonus de cette fin de webinaire, comme je vous l'ai annoncé, sur le fait que Propulse fait partie des consultants en prévention des RPS référencés par la CARSAT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui font appel à des cabinets qui sont référencés par les CARSAT, c'est valable sur toute la France, peuvent bénéficier d'un dispositif qui est mis en place par l'assurance maladie qui s'appelle les subventions prévention. Les entreprises de petite taille, jusqu'à 50 salariés, mais ouvert sur dossier à plus de 50 salariés. Alors, les entreprises de 200, 300, c'est pas la peine d'y aller, hein. Mais 50, 60, 65 salariés, ça vaut le coup de déposer un dossier auprès de la CARSAT, puisque la CARSAT, dans ce dispositif de prévention, subventionne 2 choses. Elle subventionne, après acceptation, l'évaluation des risques psychosociaux, sur un plafond à 25 000 € et elle va vous subventionner 70 de ce montant, hors taxe, ce qui est quand même, conséquent. Et puis on a un deuxième dispositif de financement qui est, le après évaluation. La service de la CARSAT subventionne à hauteur de 70 sur un plafond à 25 000 € les entreprises qui souhaitent être accompagnées dans le déploiement des plans d'action, issus de l'évaluation. Donc, on a une enveloppe subventionnée par la CARSAT, pardon, dans les dispositifs d'assurance maladie qui va tourner aux alentours de 35 000 à 40 000 €, qui va permettre aux entreprises
de petite taille, 50 entreprises et 50 salariés et ouverts à un peu plus, mais à l'étude et sur dossier en fonction des ressources disponibles, d'être accompagnés financièrement dans le cadre de ces dispositifs. Intéressant, puisque bien évidemment, on peut permettre de se faire financer sur des projets qui vont tendre au bien-être de l'entreprise, au bien-être des salariés, à la performance globale de l'entreprise. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite à tous une excellente journée